You're listening to the Podcast Factory. Bienvenue pour un nouvel épisode de MidoriCast, votre podcast sur les initiatives positives en faveur de l'environnement. Midori veut dire vert en japonais, cast pour broadcast. Nous sommes aujourd'hui dans un épisode très spécial puisque c'est un épisode du Podcaston, nous y participons depuis 3 ans. Qu'est-ce que le Podcaston ? C'est un événement caritatif mondial qui mobilise des milliers de podcasteurs et podcasteristes au profit d'associations qu'on invite à notre micro, quel que soit le sujet du podcast. Et l'objectif, c'est de les mettre en avant, de montrer le magnifique travail qu'ils font, les enjeux qui sont face à eux, les challenges, les défis. Et l'idée, c'est de publier tous, podcasteurs et podcasteristes, les épisodes spéciaux entre le 14 et le 24 mars 2026. Et nous sommes aujourd'hui le 14 février 2026. Et à ma droite, j'ai Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Bonjour. En face de moi, j'ai Frédéric. Bonjour. Et à ma gauche, j'ai Serge. Bonjour. Et vous êtes toutes les trois des personnes qui ont présenté une association et discuté avec nous d'une cause aujourd'hui. Mais j'ai un petit rituel qui est de questionner mes invités pour casser la glace et un peu découvrir qui ils sont. Et je vais commencer cette fois dans l'autre sens. Je vais commencer par Serge. De ton rêve d'adolescent à ce jour, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que tu es aligné avec ce rêve ? Alors, je dois dire que mon rêve a évolué. Quand j'étais adolescent, j'étais plutôt à jouir de la vie. Mon but, c'était carpe diem, exactement, sans vraiment d'objectif. Et puis ça, je dirais que ça a évolué vers trouver ma place et être utile dans le monde dans lequel je vis. Ça t'a guidé vers une formation spécifique ? Oui, j'ai vraiment complètement bifurqué d'études de commerce que je faisais au départ vers un travail avec les mamans enceintes, m'occuper de bébés dans l'eau, faire des soins énergétiques. Et je sens vraiment que je suis aujourd'hui à ma place et que je peux aider à ma juste mesure. Donc la réponse, alignée avec ton rêve, si je t'entends bien. Aligné avec ce rêve qui a évolué. Sympa. Frédéric, même question du coup. Moi, j'étais dans une école jésuitique en latin grec et je détestais l'injustice déjà à ce moment-là. On va parler de ça aujourd'hui. Donc, je bossais gratuitement aussi pour Amnesty International, touche pas à mon pote, etc. J'essayais de sensibiliser mes camarades et j'avais, même si je me pliais un peu aux exigences parce qu'il fallait bien, j'avais une sainte horreur du formatage et de l'autoritarisme dans les écoles. Finalement, j'ai un peu évolué, j'ai fait d'abord la médecine puis la pédopsychiatrie. Donc tu es pédopsychiatre. C'est ça, voilà. Je me suis rendu compte que les enfants avaient besoin d'autre chose que ce qu'on leur donnait et ils souffraient. Le projet qu'on va exprimer aujourd'hui prend son sens, donc je suis aligné. Emmanuel. J'étais en train de me dire que j'ai toujours eu à cœur d'aider en règle générale et j'ai toujours une sensibilité particulière pour les animaux et les enfants. L'école a été un vrai, on va dire le mot enfer pour moi. Je me suis jamais sentie bien à l'école et finalement j'ai quand même été très maso parce que finalement je suis devenue institutrice. Toi tu y as fait, je suis allé dans les phobies en fait, presque. Voilà, on pourrait comment symboliser presque transcender comme les ça. peurs. Voilà, transcender les peurs, j'aime bien le mot. Mais au final ça a aussi évolué parce que je me sens un peu plus alignée avec le fait d'apporter mon aide mais autrement dans les écoles. En fait, pour changer le système, il faut un minimum rentrer dedans. Et ça, je l'ai compris avec l'expérience. Et c'est pour ça que ce beau projet Arcturus, dont mon papa est aussi un des créateurs, Serge, Isabelle, etc. Je me suis dit, ça me parle parce que voilà, j'ai quelque chose à faire dans ces projets-là. T'as annoncé le projet et le nom du projet, Arcturus. Voilà, c'est vrai. Alors, qui veut parmi vous trois me résumer en quelques mots pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent pour la première fois ici ? C'est quoi ce projet ? C'est une asso, on le précise. Oui, une ASBL. En 2017, on a réuni donc face à des enfants en souffrance dans le milieu scolaire plusieurs pédagogues afin de réfléchir et de penser l'enseignement. On s'est interrogé sur quelles étaient les pédagogies alternatives qui étaient les plus porteuses. On s'est rendu compte qu'il n'y en avait pas qu'une, évidemment. On est allé dans des écoles pour voir un peu ce qu'ils faisaient. On a retenu plusieurs inspirations pédagogiques, mais ce qui retient bien notre attention, c'est le fait qu'il ne faut pas rester figé et que c'est un projet qui se veut une recherche-action. Les enfants et les adultes vivent ensemble le projet. Tous les matins, il y a un petit tour pour savoir qui veut quoi et comment ils se sentent et ce qu'ils ont envie de mettre en place. Donc c'est la pédagogie démocratique qui est à la base, mais aussi dans la nature. C'est-à-dire que la pédagogie dans la nature est quelque chose d'essentiel, me semble-t-il, dans une période où on s'en éloigne. Et je pense qu'il faut retourner à nos racines, c'est le cas de le dire, à nos sources. Je suis parfois étonné de voir que les enfants connaissent très bien les marques Apple, Nike et autres, mais pas le hêtre ni le chêne, et donc c'est un peu dommage. On a d'ailleurs quelqu'un qui travaille avec nous, qui s'appelle Marie Fripia, qui se nomme l'artisane, et elle fait pas mal de choses avec la nature, et les enfants adorent. C'est donc un projet qui, en même temps, se veut aller à l'encontre du formatage. Alors, je vais peut-être te choquer, mais est-ce qu'on peut du coup donner
une image mentale à ceux qui nous écouteraient pour qui ce serait encore un peu vague, c'est en fait, en quelque sorte, une école alternative, avec une éducation alternative. On n'aime pas trop le mot école. Je m'en doute, c'est pour ça que je te dis, je vais te provoquer un petit peu, pour que les gens comprennent bien. Parce qu'il y a des enfants qui sont allergiques aux mots, et c'est un lieu d'apprentissage, en fait. L'idée est de redonner l'envie d'apprendre. C'est ce que Freud appelait la pulsion épistémophilique, qui a été un peu cassée pour certains enfants, qui ont besoin de s'exprimer par eux-mêmes et qui se sont retrouvés frustrés dans cette envie-là. Et on repart de leur motivation intrinsèque, on leur met à la disposition un lieu, en fait un ancien monastère qui était une ferme en carré, qui a été reprise par un homme génial qui s'appelle Benoît Morel. Ce lieu s'appelle Le Colombier à Mont-Saint-Guibert. Et Benoît Morel a une petite association dont le principe central est la tendresse. Quand on lui a parlé de notre projet, il a dit « ça rentre tout à fait dans nos cordes, il nous soutient énormément ». C'est quelque chose d'assez neuf puisque ça a démarré ici en octobre. C'est censé pouvoir accueillir une dizaine, presque 20 enfants. Pas plus parce qu'on veut démarrer petit et puis la gestion d'un groupe devient un peu plus compliquée, d'autant que on pense à avoir toujours 2 personnes qui sont formées, pédagogues, et qui peuvent accueillir les enfants d'une manière un peu alternative. C'est-à-dire que au lieu de leur donner des cours qui ont été préformatés, ils vont chercher le désir de l'enfant, ils vont chercher ce qui les anime et la manière dont ils apprennent pour leur proposer d'étendre le champ de leurs compétences et de retrouver le plaisir d'apprendre à travers des tas de choses finalement. On a la nature bien sûr, on peut faire de la musique, des spectacles, on peut faire du bricolage, donc d'apprendre comment se servir des outils et de ce qui entoure tout un quotidien. Si je t'écoute bien, j'ai l'impression qu'on refait un lien avec la vraie vie. Oui. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la déconnexion de la réalité, du digital, du monde, avec des choses qu'on écrit sur les murs comme valeur dans les entreprises ici. On est vraiment dans quelque chose, on ramène au factuel chez les jeunes par des actes, des actions, des projets, une soif d'apprentissage et une soif de comprendre surtout à quoi ça sert ce qu'on apprend. Voilà, je me trompe? Exactement. Un des principaux griefs que ces enfants font en général à l'école, c'est surtout en secondaire, l'impression que le sens n'y est plus. Tiens, on entend ça en entreprise. Et donc le but est quand même de se baser d'office sur des choses qui ont du sens pour eux, en tout cas, et pourquoi pas de faire monter un peu leur capacité d'autonomie aussi dans la vie de tous les jours. Mais pas seulement par rapport à une utilisation du quotidien, mais aussi au vivre ensemble. Et c'est pour ça qu'on met en avant aussi beaucoup de valeurs, comme la communication non violente, le rapport à l'autre dans non pas la compétition, mais la solidarité et la coopération. Ce sont des valeurs qui animent en filigrane l'ensemble des activités qui sont proposées. On a compris qu'on veut se distinguer sur l'approche éducative, on a fait un constat, mais il y avait une souffrance. Je dirais pas seulement une souffrance. Moi, je repars surtout sur une phrase de Pierre Rabhi qui disait « Quelle terre allons-nous laisser à nos enfants ?» mais aussi « Quels enfants allons-nous laisser à la terre ?» Et donc, du coup, par rapport à l'évolution de la société, comment construire des êtres humains ou comment les aider à se construire eux-mêmes pour effectivement devenir des enfants autonomes, qui puissent avoir leur libre pensée, qui puissent faire des choix éclairés par ce qui vient de l'intérieur, en fait, et pas par ce qui vient de l'environnement ou de l'influence multiple à l'heure actuelle, en fait, du monde extérieur. L'esprit critique, on va essayer de le Exact. pousser. J'ai l'impression que c'est ce qui manque beaucoup, surtout maintenant. Emmanuel, toi qui as fait un parcours d'enseignante, quand tu regardes le projet de ton papa et que tu y participes finalement, il y a eu un premier choc culturel entre la sortie de l'école, le diplôme et la découverte, où tu es déjà trop dans le bain que pour être confronté à un choc, si je peux m'exprimer de cette façon. Non, j'ai trouvé que ce projet Parce qu'il te parlait du coup. oui, il me parlait, mais je me suis dit, c'était très idéaliste, parce qu'il y en a beaucoup qui finalement, même quand je discute avec des parents, ils le savent, tout ça, ils en ont même conscience. Ils restent aussi dans leur zone de confort parce que ça demande à ce que des enfants puissent aussi oser franchir ce pas, que les parents puissent aussi oser franchir le pas de pouvoir essayer quelque chose de nouveau. Et ça aussi, parfois, ça peut freiner, ça peut faire peur. Et puis, c'est aussi parfois une question de moyens, de budget, ça, on le comprend. On va y venir après tout ça, On va y parce que venir. c'est Après, important. moi, Ouais. ce projet, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a plein de choses à découvrir. Ça va de 6 ans jusqu'aux adolescents de au moins 16 ans. Et donc, en fait, les grands peuvent autant apprendre aux petits, les petits peuvent autant aussi être avec des grands, donc se sentir aussi plus matures, plus investis. C'est pour ça aussi que je pense que c'est très important de pouvoir leur dire, écoutez, choisissez même peut-être un projet qui vous convienne ensemble, mettez-vous d'accord sur une idée. Et là, des fois, ils font la cuisine ensemble tous les vendredis.
Voilà, ils choisissent un petit peu les ingrédients et autour de la cuisine, ils font plein d'activités, des apprentissages, voilà, le français, les maths, etc. Le thème cette année, c'est la protection de l'enfance. Donc, je vais venir la défense internationale des enfants. J'ai fait venir Missing Children Europe. Et donc là, vous êtes aussi dans ce cadre, dans ce contexte, sur le sujet de la protection de l'enfance. Et je voudrais quand même exprimer aux éditeurs et éditrices que ce que vous faites, en fait, c'est une forme de protection de l'enfance aussi. Parce qu'éduquer les enfants autrement, c'est non seulement les armer pour un futur différent et un mode de pensée plus sain avec d'esprit critique, mais c'est surtout et avant tout repenser l'éducation pour les protéger de ce qui est nocif dans cette société qui change un peu trop vite parfois. Est-ce qu'il y avait cette intention ? En gros, on revient sur la question du constat. Oui, bien sûr, je pense que la souffrance des enfants à l'école, elle est bien réelle. Il y a des enfants qui réussissent à s'adapter, c'est évidemment, et tant mieux pour eux. Il y en a même qui aiment être comme ça, dans quelque chose où on mâche un peu le travail pour eux, mais il y a quand même pas mal d'enfants qui ont besoin d'autre chose. Et face à cette hiérarchie comme ça un peu brutale de l'enseignant qui dit, alors heureusement il n'y a pas que des enseignants comme ça, hein, mais les enfants en général en rencontrent au moins quelques-uns dans leur parcours qui dit voilà c'est moi qui sais et vous n'avez qu'à régurgiter ce que je vous apprends. Il y a un moment, pour certains enfants ça passe pas. Et donc ici, c'est vraiment retrouver ça. En fait, les enfants tout petits ont tous très envie d'apprendre par le jeu. Ils sont tous très curieux. Je refais mon parallèle avec les entreprises. D'ailleurs, le serious gaming, le jeu est arrivé aussi en entreprise pour pallier à des constats de mal-être en entreprise. Voilà, tout à fait. Donc là, ici, ces enfants qui ont un peu été malmenés par le système ont vraiment parfois même une réticence à retrouver un groupe comme ça. Et puis, on en a vu quelques-uns qui, maintenant, ont envie de retourner dans un système scolaire. Parce qu'ils trouvent que, voilà, ils ont vraiment besoin de matière, ils ont vraiment besoin de... Mais peut-être pas n'importe lequel non plus, donc ils vont choisir. Et Plus puis, il y en a consciemment. d'autres. Voilà. Puis, il y en a d'autres qui ont envie de continuer. Emmanuel disait entre 6 et 16 ans, ça c'est pour l'inscription. En fait, on ne les lâche pas. On peut les garder jusqu'à 18 ans. Le problème du système belge, c'est qu'il y a des épreuves externes et ces enfants sont inscrits en instruction en famille, donc ils doivent passer le CEB, CE1D, CE2D et CESS. En jury central, donc en mode En jury jury central. central. Mhm. Donc nous avons évidemment des activités qui sont un peu en dehors des protocoles, mais on peut aussi les aider à ça puisque les personnes qui encadrent les enfants sont des pédagogues. Donc, s'ils ont des questions ou envie d'être accompagnés dans le passage de ces épreuves externes, on peut le faire aussi. Mais évidemment, ça reste de la responsabilité essentielle du parent, puisque le projet ici est un projet alternatif. Alors moi, je voudrais souligner l'importance de ta fonction. On n'est pas une fonction, mais on est bien d'accord qu'en étant pédopsychiatre, on ne peut pas te dire que tu ne sais pas de ce dont tu parles. Tu as accompagné assez d'enfants que pour faire les constats et que ton raisonnement ne soit pas pris comme... Tu sais, maintenant, les gens qui pensent un peu avec l'esprit critique, on dit que c'est des complotistes ou des hurluberlus ou des bobos, tu vois. Ici, c'est pas le cas. T'es médecin, t'es docteur en médecine, t'es psychiatre, c'est beaucoup plus que ça. Donc, t'as l'expérience aussi qui parle pour toi. T'as fait des constats nombreux. Tout à fait. Et j'ai vu qu'il y avait, on le voit même au niveau statistique, une augmentation des retraits de l'école, donc de plus en plus importante. Surtout et une augmentation du harcèlement aussi. Il y a beaucoup de harcèlement, peu de moyens. En fait, il n'y a pas que les enfants qui souffrent de l'école, les enseignants aussi, parce qu'ils sont mis à mal par des changements continus de modèles. Et ça, c'est quelque chose qui a motivé certains enseignants aussi à venir dans ce type de projet, parce que là, ils avaient une plus grande liberté de mettre les choses en place à leur manière. Sinon, ils sont aussi prisonniers, je vais dire, du système, et certains s'en accommodent, mais pas tous. Je vais même aller plus loin que toi. Je crois que les PMS et les personnes accompagnées en PMS sont aussi en souffrance de ce phénomène, en observation de ce phénomène. Et je vais encore pousser le bouchon, j'aime bien faire ça de temps en temps. En entreprise, en fait, on n'est qu'une copie collée de l'école. En fait, l'exemple, c'est l'adulte, l'exemple, c'est nous. Et ce qui se passe dans les écoles, c'est inspiré de ce qui se passe chez l'adulte. Et inversement, l'adulte est la conséquence de son éducation. Il y a une espèce de cercle vicieux là qui s'est installé. Et si moi je reviens dans le monde des entreprises, puisqu'on a un podcast où on parle beaucoup avec les entrepreneurs, les DRH et les patrons d'entreprise, quand on dit qu'il y a explosion des burn-out et qu'on entend que la recherche principale, c'est une recherche de sens, et quand on entend ces débats où on oppose télétravail, travail au bureau, les gens qui disent on va au bureau, ils vont se faire harceler par les collègues, le télétravail, oui, mais méfiance, suspicion, contrôle, tout ça, c'est un environnement qui devient un peu de la scolarité. Quand on met des points aux enfants en disant t'as 6 sur 10, l'autre a 8 sur 10, ouais, mais il fait mieux que l'autre. Et dans le harcèlement, qu'est-ce qu'on entend ? C'est soit des jugements sur le physique, des jugements sur les cotes, des fonctionnements par groupe. Tout ça, ce sont les constats en fait qu'on observe. Tout à fait. Et j'aime bien cette expression d'Einstein. Toute personne a du génie, mais si on évalue un poisson à ses capacités à grimper aux arbres, il va se sentir nul toute sa vie. Et donc, ici, la question n'est pas de comparer les points et les valeurs. On invite les enfants à s'aider les uns les autres.
l'un dans une activité, l'autre dans l'autre. Et on se rend compte que la complémentarité, ça existe. Et la devise nationale belge, c'est l'union fait la force. C'est quand même aberrant, ça. Oui, non, mais on a vraiment quelque chose qui va à l'encontre d'une des plaies, je dirais, de la société actuelle, qui est l'individualisme. Emmanuelle me disait, Serge, elle m'a parlé un peu des parents, et la méfiance des parents. Du coup, je me dis, tiens, est-ce que toi, tu la vis, ces différences, quand tu dis qu'est-ce que tu fais exactement? C'est-à-dire oui et non. Et en fait, l'idée, c'est d'arriver à rencontrer la personne là où elle est. De ne pas vouloir imposer là où moi je suis, mais de rencontrer la personne là où elle est. Et en fonction, on chemine ensemble. Et il y a des gens qui, effectivement, viennent de métiers très, très dans le monde cérébral et qui, effectivement, peuvent sentir qu'il existe un monde plus sensible et qui peuvent toucher en eux-mêmes ce monde sensible et donc, du coup, se rendre compte, en fait, de toutes les potentialités qu'il y a avec ça. Le projet de l'école, c'est aussi ça, c'est de ramener les enfants. Moi, je trouve que ça réenchante un petit peu la vie des enfants. Quand je vois les yeux des enfants, quand je vois que oui, effectivement, je veux dire, la vie devient une belle aventure et pas une fatalité, en fait, entre guillemets. Souvent, quand les jeunes sortent de l'école, quand je vais voir mes enfants au départ sortir d'école classique, je regardais leurs yeux, je regardais les yeux d'autres enfants et je voyais au fur et à mesure que ça se ternissait, qu'il y avait une joie de vivre qui disparaît parce que il n'y a pas d'autre, entre guillemets, il n'y avait pas d'autre choix en général que ce choix, en fait, d'aller à l'école et puis d'avoir un métier parce qu'il faut gagner de l'argent. Et en fait, il y a moyen de voir le monde de différentes facettes, entre guillemets. Et c'est la même chose pour les gens qui viennent chez nous. Et on voit effectivement que beaucoup de gens viennent, il y a une grande détresse, en fait, des adultes qui, effectivement, ont été plongés dans ce système et qui, en fait, cherchent une porte de sortie. Ils sont prêts à passer au-dessus de leurs préjugés dans un cas comme celui-là plus Moi, j'en facilement. vois énormément qui passent le cap, tout à fait. Parce qu'à un moment, la douleur et la difficulté fait qu'on se dit, en fait, là, c'est une voie sans issue. Et on cherche quelque chose d'autre. Et quand on cherche vraiment, on trouve. Super. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie dans tes tripes, toi, de rejoindre ce projet? Qu'est-ce qui donne de l'énergie? Ça fait longtemps que moi, j'étais porteur de ça. J'ai fait moi-même un jury à l'université pour sortir du système, en fait, et pour pouvoir faire des activités que j'avais envie de faire, de juste présenter des examens pour un diplôme, parce que j'avais toujours cette valeur du diplôme qui était là. J'ai une fille qui maintenant a 26 ans, qui fait de l'ostéopathie animale et qui, effectivement, en humanité, m'a dit aussi, papa, écoute, je vais faire un jury parce que l'école, j'en peux plus. Et elle a réussi brillamment son jury, elle l'a fait de cette manière-là. Et il se fait que j'ai un dernier petit qui a 14 ans et demi, 15 ans, là bientôt, qui lui, pour ses 2 premières humanités, chaque jour, quand j'allais chercher à l'école, me disait « Encore un jour d'enfer de passer ». Et donc, du coup, il a fallu un moment qu'on se positionne C'est et des qu'on mots se forts, dise... hein. Voilà, exactement. Mais avec un certain humour, parce que le 1er avril, l'année dernière, il m'a dit « Papa, j'ai passé une super journée ». Je dis « Ah bon ?» Il m'a dit « Poisson d'avril, papa ». Ah non, c'est Voilà. triste. Et donc, ouais. du coup, voilà, c'est pour ça aussi que ma motivation, malgré la charge de travail que j'ai, que ma femme qui est médecin aussi a, Ah ouais. aussi a été de mettre de l'énergie dedans pour nos enfants et pour les enfants des autres. Respect, monsieur. Quelle est la mission de l'association? Si on devait résumer la mission en une phrase pour que les gens la retiennent et que ça percute dans leur esprit, cet assaut, Arcturus, c'est quoi? C'est quoi la mission? Si on devait la résumer en une phrase ou deux. Retrouver la joie d'apprendre. Retrouver la joie d'apprendre. Et on ne s'adresse pas forcément avec des enfants en décrochage scolaire aussi. Pas seulement, mais c'est vrai qu'on essaye d'éviter les situations d'enfants qui ont des trop grosses pathologies parce qu'on n'est pas équipé comme pourrait l'être un enseignement spécialisé. Même si toi tu es pédopsychiatre, tu ne peux pas tout prendre sur tes épaules. En effet. Et puis ça peut avoir des répercussions sur l'ensemble du groupe. Donc des personnes qui pourraient être violentes ou qui ne pourraient pas être en mesure de participer pleinement. On essaye d'éviter, évidemment, mais la plupart sont en instruction en famille et certains sont en phobie scolaire sous certificat. À partir de ce moment-là, ce sont des enfants qu'il faut traiter avec beaucoup de sensibilité et qui ont une histoire, évidemment. Ce sont souvent des enfants très sensibles. Tu as utilisé le mot phobie scolaire. Oui, tout à fait. Ça fait partie de la mission. Oui, tout à fait, oui. Eh bien, je te mettrai en contact avec Marine Chamba qui nous entend certainement. Elle est déjà venue faire aussi un podcast avec moi sur son activité qui s'appelle Cap Toi-même. Ah oui. Mais toi-même avec l'apostrophe même, tu vois, c'est mes soi. Elle est en Suisse à Genève, elle est spécialisée dans l'accompagnement des phobies scolaires. Elle pourrait peut-être faire des collaborations ensemble, qui Magnifique. sait. Je vous mettrai en pourquoi contact. pas. Emmanuelle, tu as une remarque ou une question? Oui. Arcturus, je voulais juste faire le lien avec le pourquoi ce nom. Comme c'est le nom d'une étoile, d'une constellation, je trouve aussi que ça fait référence à cette étoile qui brille même dans la nuit. Et je pense que tous les enfants qui ont senti à un moment donné qu'ils s'éteignaient avec le système, comme ça rejoint exactement ce que mon papa dit, mais c'est aussi retrouver cette lumière à l'intérieur. Ça peut être une forme de motivation, une forme d'espoir, une forme de joie. Mais quelle que soit cette lumière, c'est ça qu'on veut voir dans les yeux des enfants. Ce que j'adore dans ta métaphore, c'est que le but en plus, c'est de faire briller les étoiles de nouveau dans les yeux des enfants. Oui.
Trop fort. Tout à fait. Avant qu'on arrive maintenant à la suite, puisque je vous rappelle que cet épisode, mesdames et messieurs, c'est un appel aux dons. Il y a des constats qui ont été faits, on a expliqué ce qu'on va faire comme action, on a expliqué la mission, on a parlé un peu des constats, mais on va parler aussi des challenges. C'est quoi les difficultés de l'association maintenant? Parce que là où je vais faire un don, moi j'aimerais savoir, il va servir à quoi? Quelles sont vos difficultés? Quels sont vos challenges? Alors si on n'a pas l'argent, parce qu'on est aussi en période où les gens sont parfois un peu en crise financière, c'est pas pour ça qu'on peut pas aider. On peut être bénévole, on peut parler de vous autour de soi. Et finalement, si on n'a pas d'argent, le fait de relayer l'information peut être aussi un gros pouvoir d'intervention. Donc voilà, il y a plusieurs façons de vous aider. Dites-nous tout. Et comme tu le disais, je crois qu'il y a plusieurs manières d'aider. Donc effectivement, on se trouve avec un petit groupe d'enfants pour l'instant. Ils sont combien? Là pour l'instant, ils sont 9, mais on espère 20. Mais 9 enfants pour payer des référents, effectivement, sachant quelles sont les lois sociales en Belgique, etc. Et que effectivement, pour donner un salaire de base à quelqu'un, on doit doubler au moins un minimum le salaire de base qu'on donne à la personne. Pour 9 familles, c'est assez lourd en fait. Déjà, pour l'instant, les parents donnent beaucoup pour soutenir que le projet puisse continuer à perdurer. Des bénévoles viennent, mais on se rend compte qu'effectivement, pour que ça soit, je dirais, équilibré par rapport aux enfants, ils ont besoin d'avoir un référent régulier. Donc, du coup, on s'est rendu compte qu'on a au moins besoin d'un référent qui a effectivement un panel de choses à pouvoir proposer déjà aux enfants très large. Personne qu'on a trouvé là pour l'instant, mais qui effectivement doit rentrer dans un système effectivement avec un secrétariat social et toute une série de charges qui, en plus du loyer où nous nous trouvons et des différents frais que nous avons, représentent une somme qui, nous n'avons pas envie de faire peser la somme totale sur les parents parce que ça va de nouveau créer un côté privilégié où certaines personnes ayant des moyens vont pouvoir mettre leurs enfants et pas d'autres. Voilà. Oui, surtout que l'aberration, c'est que s'ils en sont là, c'est parce qu'il y a une certaine souffrance et c'est pas normal que c'est encore les parents qui doivent payer les souffrances qu'une société impose à leur famille quelque part. Moi, c'est ça qui me heurte personnellement dans la démarche. Alors, j'accuse personne, mais voilà, c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup. Donc, on peut vous aider avec de l'argent, des dons. Est-ce qu'on a besoin de main-d'œuvre? Est-ce qu'on a besoin de talent? Est-ce qu'on a besoin de profils talentueux? Frédéric? Alors je pense que tu as tout dit, la main-d'œuvre, les talents, des bénévoles évidemment, de préférence. Et il y en a actuellement. Une ancienne directrice d'école s'est proposée et fait un travail remarquable. Mais c'est vrai qu'on est face à une réalité. Les enfants qui ont été retirés de l'école ont besoin de la présence d'un parent qui du coup ne travaillera pas. Ça réduit très fort la marge d'action au niveau financier. Ce qui fait qu'on n'a pas eu le cœur de demander trop. Et on a peut-être été utopiste en le faisant, mais on est parti sur un minerval de 350 par mois. 250 ici, c'est vraiment difficile, et 400 s'ils savent. 450, je veux dire. Mais bon, c'est un peu hors réalité. Alors je suis peut-être bon en pédopsychiatrie, mais pas dans les comptes et dans la comptabilité. Et donc, je pense qu'on a été très large dans l'utopie au début. Utopie au désir de faire bien et le mieux et le plus accessible, et puis se rendre compte que finalement, la société n'est pas si ouverte que ça à l'accessibilité. Voilà. Et on misait déjà dès le départ sur le fait que de bonnes âmes allaient venir aider. Mais c'est vrai que la situation actuelle, la conjoncture actuelle faisant, les bonnes âmes sont frileuses. Donc, c'est aussi pour ça qu'on fait appel à la générosité des gens. On est dans un nouveau projet, comme on appelle ça les écoles du Nouveau Monde, même si on n'aime pas trop le mot école. C'est des lieux d'apprentissage. Il y a quand même aussi des pédagogies comme Montessori, Freinet, qui sont quand même reconnues et, elles, rémunérées. Mais nous, on a décidé de voir un petit peu plus loin, d'avoir d'autres alternatives, d'autres pédagogies. Donc, on n'a pas voulu s'apparenter qu'à du Montessori ou qu'à du Freinet, bien que toutes les autres pédagogies sont également très chouettes. Mais on a créé du coup notre propre ASBL, on a de A à Z, c'est parti d'une discussion, puis c'est parti d'amis, puis d'une équipe, puis d'une école, puis d'une rencontre avec Benoît Morel, puis du Colombier. En fait, tout s'est aussi aligné finalement. On a quand même aussi eu de la chance dans ce projet qui, moi, à la base, quand mon papa m'en a parlé, j'ai dit c'est magnifique, mais Challenge. on commence par quoi? C'est rock'n'roll ça. Donc voilà, et par ce soutien, d'avoir rencontré aussi les bonnes personnes au bon moment. Voilà, on s'est lancé dans quelque chose qui fait que dans ce système, c'est pas subventionné, c'est pas reconnu. Est-ce qu'il y a une recherche de demander de subsides ou ça s'était envisagé ou est-ce que ça a plutôt été directement écarté pour justement cette indépendance? Les subsides, on est tout prêt à en recevoir à condition de pouvoir rester libre. C'est ça toujours le problème. Le problème de subsides qui sont contrôlés, ça nous intéresse pas puisque effectivement on a envie justement que les enfants puissent grandir en fonction de leurs envies, soutenues justement dans ce projet d'autonomisation. Et quand on veut être autonome, effectivement, souvent on doit en payer le prix. On voit bien que ce soit les Touaregs dans le désert ou d'autres gens, etc. C'est des gens qui veulent être libres, mais ne sont évidemment pas soutenus par des instances
qu'elles soient politiques ou autres, effectivement. Voilà. Ok, écoutez, nous en tout cas au niveau de l'association, on va le dire au micro, comme ça on va tenir notre engagement. On va vous proposer de venir une journée faire une formation pour ces jeunes en podcast et pour leur faire une activité podcast où on leur proposera de dire tiens, observez la nature, préparez vos sujets, faites-en un travail écrit d'abord et puis vous allez me manifester au micro comme une interview, comme si c'était un vrai journal. Et on va leur créer un petit podcast, vous en pensez quoi? Génial. C'est un bon Magnifique. projet, non? Voilà, alors voyez, si on peut faire un petit geste comme ça, déjà à notre niveau en tant qu'asso, je pense qu'auditeurs, auditrices, si vous écoutez, vous pouvez déjà faire un petit don. Et les petits dons ont une valeur, même si c'est 1 euro, 2 euros, multiplié par le nombre de petits colibris dans le monde qui nous écoutent, ça peut faire de grosses sommes. Et puis vraiment, si vous n'avez aucun moyen, il y a un acte magique, fantastique à l'heure du digital, c'est qu'on peut faire un like, un partage, un share, mais surtout, on a chez nous dans notre podcast un lien dans le texte du podcast descriptif avec un voicemail, un répondeur vocal. Donc on peut vous laisser un message parce qu'il y a aussi autre chose qui est gratifiant, qui fait du bien. Quand on a un projet comme les vôtres, c'est un merci, c'est bravo, c'est super continuer. Les petits mots sympas qui réchauffent le cœur, ça aussi c'est une façon de vous aider, je pense. Vous me direz si j'ai tort. Tout à On fait. est d'accord? Tout à fait. On est d'accord. Merci. Alors auditeurs, auditrices, laissez un petit mot sur le répondeur pour nous inviter. Je vais encore laisser un petit mot de parole à chacun pour clôturer tout doucement cette interview, vérifier qu'on n'a rien oublié de mentionner. Serge. Oui, j'avais juste envie d'ajouter par rapport à ce que tu dis. Et retraité, par exemple, vous avez quelque chose à partager, vous avez un don que vous avez développé, etc. et tout. Proposez-vous et en fonction de ce que les enfants vont, que ça soit travailler sur des logiciels libres, Linux, que ça soit sur la construction. Venir apprendre à faire un jardin. Venez apprendre, effectivement, à faire des choses. Voilà, avec ce que vous avez envie de faire, l'élan de votre cœur, bienvenue. Un ornithologue qui pourrait venir apprendre le nom des oiseaux. Parce que moi j'adore les oiseaux, tu vois. Voilà. Frédéric, un mot de fin, tout doucement. Oui, mais on aurait aussi besoin d'une secrétaire parce que les démarches, notamment dont tu parlais, pour rechercher des subsides auprès d'instances politiques qui existent, c'est un peu prendre son bâton de pèlerin. Et c'est un temps qui est considérable parce que chacun de nous est bien occupé. Et donc, on aurait vraiment besoin de quelqu'un qui fasse ce job. Et ça, c'est loin d'être une petite main. Parce que pour avoir eu des appels d'offres à remplir, je peux te dire que tu comprends pourquoi ça va mal dans la société au niveau des administrations parfois. Je ne veux pas être trop méchant, mais bon, c'est interpellant quand même. C'est pas une fonction genre on a besoin d'une secrétaire pour dépanner. C'est un des rôles clés que tu cherches. Oui, tout à fait. Ou je dirais peut-être, plutôt que de faire des appels d'offres à des instances politiques, il existe des fondations, il existe des gens qui sont gestionnaires de fortune, Plus adapté. avec des personnes qui sont donateurs, et ne fût-ce que de pouvoir avoir quelqu'un qui puisse faire le récapitulatif de qui existe et qui fait quoi, etc. Et tout, ça, ce serait déjà très, très précieux pour nous aussi. Alors, des gens qui ont des talents dans les call centers pourraient préparer des scripts, téléphoner pour faire des contacts avec des mécènes et voir si quelques mécènes pourraient prendre conscience de l'importance de la jeunesse et du futur de la jeunesse. Et puis, on a ce rêve aussi, ou en tout cas, de dire que si ça marche bien, pas que nous voulions grandir, mais que ça puisse se répliquer éventuellement, donc que ce projet puisse être répliqué par village. Dans le modèle open source, hein. Voilà. J'ai bien compris ton esprit. J'adore cet esprit de open source. Emmanuel, toi, un petit mot, toi aussi, à donner aux auditeurs et auditrices. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire pour les motiver à faire un don? Je pense que tout est juste. Il n'y a pas de petit ou de grand don. Tout d'abord, rien que le fait de nous avoir écoutés, c'est déjà chouette. Merci beaucoup. Voilà. Merci à toi aussi pour ce Welcome. podcast. Je voulais aussi remercier toute l'équipe pour toute leur énergie qu'elle investit au quotidien, parce que derrière, en coulisses, c'est un gros travail remarquable. Et donc, bravo à vous tous. Merci aussi aux enfants, parce que je pense effectivement que l'éducation, c'est hyper important. Les enfants sont les adultes de demain. Cette dimension de ce projet, il y a même d'autres aussi projets qui commencent à fleurir, qui sont aussi en lien avec tout ce dont on a parlé. Je voulais juste les encourager. C'est en étant solidaires qu'on va tous y arriver. Et donc, merci à tous et merci à vous. Alors moi, je disais au début, l'exemple, c'est nous. Mais en fait, les enfants, ce sont nos miroirs. Tout à fait. Regardez les enfants et réfléchissez à qui vous êtes. Et je pense que ça devrait interpeller pas mal. Un site internet pour aller visiter, pour avoir plus d'infos, parce que là, on se limite un peu dans le temps. Donc, Frédéric. C'est http://www.projetarcturus.com. Voilà, il y a le projet dedans dans l'URL. Je vous rappelle, auditeurs, auditrices, faites un don. Et puis, c'est quand même vachement sympa si vous faites un petit message vocal d'encouragement. À très bientôt pour de nouvelles aventures podcast. Ciao. Merci à toi. Merci. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par l'ASBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma BXL Innovation Playground, espace de coworking à Ever. Depuis janvier 2025 et pour 5 années, nous sommes aussi sponsorisés par Plugin Company, notre opérateur de bornes et de cartes de recharge privilégié. De Podcast Factory Org est très fier d'être membre de Kaya, coalition des écopreneurs et écopreneurs et de collaborer avec le Level Center.
Vous retrouverez tous les épisodes de tous nos podcasts sur le site whatsyourstory.be. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube de Podcast Factory.org. Nous y proposons le podcast en format vidéo avec la transcription en sous-titres en plusieurs langues.